séquence de notre journée d'études consacrée à l'exposition de l'écrit. Donc l'écrit comme objet d'exposition. Et nous avons demandé à Jean-Baptiste Chantoiseau d'introduire cette deuxième séquence à partir de son expérience acquise, notamment sur son poste actuel à la direction des musées littéraires de la métropole Rouen-Normandie. Poste sur lequel vous êtes depuis 2022, Jean-Baptiste, depuis que vous nous avez quitté après ces 18 mois de formation à l'INP. Mais je suis revenu. Voilà, exactement, nous en sommes très heureux. Et auparavant, vous avez pendant 13 ans occupé le poste de responsable de la politique éditoriale du musée Rodin. Donc effectivement, tout ce qui a été dit ce matin a dû convoquer de nombreux souvenirs. Et on trouvait que vous étiez la personne idéale pour faire cette transition entre ce premier temps de ce matin et cette deuxième séquence. Vous avez également effectué un stage à l'American Writers Museum de Chicago dans le cadre de 18 mois de formation à l'INP, duquel vous avez tiré un très bel article publié dans le carnet de recherche Variation patrimoniale, que je vous encourage à lire, article qui était intitulé « Exposer la littérature en 2022, l'exemple américain ». Donc voilà, j'espère que vous allez nous dire comment on expose la littérature en 2025. Oui. Voilà, à partir de votre expérience actuelle et peut-être en regard aussi justement de tout ce que vous avez pu observer outre-Atlantique. Donc je vous laisse la parole pour cette communication intitulée « Écrit, langue et littérature, le texte comme objet de collection à travers l'exemple des maisons d'écrivains ». Merci. Merci, je tiens évidemment à remercier l'INP pour cette invitation, Charles Persona, Cédric Michel pour me donner à la fois l'opportunité de m'exprimer et puis aussi de faire un retour, parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on est pris dans le flux quotidien, et ce qui est mon cas puisque je suis directeur de 4 musées au sein de la métropole Rouen-Normandie, 4 musées de littérature, donc avec des corpus très spécifiques, 2 musées consacrés à Pierre Corneille, le dramaturge du XVIIe siècle, la maison natale Pierre Corneille, rue de la Pine, dans le centre-ville de Rouen, et la maison des champs de la famille Corneille, qui était tout simplement la maison de campagne des Corneilles à Petit-Couronne. Par ailleurs, nous avons 2 autres maisons d'écrivains, consacrées cette fois-ci à Gustave Flaubert. Donc là, 2 siècles plus tard, on passe au XIXe siècle, avec le musée Flaubert et l'histoire de la médecine, qui se situe rue Leca, dans le centre-ville de Rouen, et le pavillon de Flaubert à Croissé, qui était également le lieu de villégiature et de vie après de Gustave Flaubert. Écrit, langue et littérature, le texte comme objet de collection à travers l'exemple des maisons d'écrivains, c'était la commande que vous m'aviez passée par écrit, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que pour préparer cette conférence, je me suis demandé comment on pouvait jouer entre ces différents aspects, les écrits, la langue, la littérature, et les relier aux maisons d'écrivains qui sont des sites spécifiques, à ne pas confondre par exemple avec des musées littéraires, puisqu'on peut trouver évidemment de par le monde des musées littéraires qui ne sont pas forcément des maisons d'écrivains, loin de là. Et on peut également rencontrer beaucoup de musées classiques qui n'ont pas forcément de corpus littéraire et qui proposent des expositions littéraires. Mais c'est encore évidemment une autre catégorie. Là, on va vraiment se questionner sur comment le texte, la littérature, la langue et les écrits peuvent résonner dans des maisons d'auteurs. Alors j'avais envie évidemment en préambule d'une petite plongée dans le temps pour toujours mettre en perspective nos propres connaissances, et vous pouvez découvrir devant vous une vue de l'exposition internationale des arts et techniques de 1937, à l'occasion de laquelle un éphémère musée de la littérature avait vu le jour sous le patronage du célèbre Paul Valéry, que tout le monde connaît. Et déjà, à l'époque, évidemment, dans les années 30, on s'interroge sur comment peut-on exposer l'écrit, comment présenter les textes, explorer les richesses de la langue et également analyser la littérature.
Paul Valéry qui se demandait d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition « Mais les lettres, quoi de plus abstrait que l'activité littéraire? Que faire voir ?» Et c'est effectivement une question qu'on peut se poser quand on a affaire à des corpus qui sont exclusivement, qui relèvent exclusivement de l'écrit et non pas des arts visuels. C'est un questionnement évidemment sur lequel Alain Fleischer également a pu réfléchir quand il interroge notamment la possible orchestration du passage du lisible au visible. Voilà, comment est-ce que, à partir d'un roman, d'un texte, donc du lisible, on rentre dans la sphère du visible, ce qui n'est pas forcément évident dans la mesure où le texte, par définition, s'expose à la lecture et non à la contemplation visuelle. D'où l'enjeu également que souligne Jérôme Glissenstein également dans une brève histoire des expositions littéraires qu'il a publié dans un ouvrage collectif sur exposer la littérature, hein, comment à travers l'exposition, la littérature migre, elle sort d'une certaine manière de son site d'origine qui est le livre pour connaître une autre forme de vie, une autre forme de transcendance, explique cet auteur à laquelle il convient de donner forme. Et on voit par exemple que dans l'exposition de 1937, il y a énormément de textes qui sont présentés, mais aussi déjà beaucoup de visuels pour donner évidemment un peu de chair et de corps au corpus présenté. Alors en réfléchissant évidemment à notre sujet autour des maisons d'écrivains et sur l'exploration des écrits, de la langue et aussi dans un second temps de la littérature, j'ai eu envie, avant de vous présenter nos problématiques rouennaises, d'une petite mise en perspective outre-Atlantique, comme vous l'avez souligné Séverine, car effectivement, je pense que pour l'exploration des écrits, des textes et de la langue, et de la richesse de la langue, de la structuration de la phrase et de tout ce à quoi cela peut renvoyer en termes éducatifs. L'exemple de Planet World que vous voyez derrière moi, qui est un musée qui a ouvert ses portes en 2020 à Washington DC, donc dans un contexte assez trouble du Covid. Un lieu, donc, musée littéraire, qui justement vise à proposer une sorte d'institution totalement différente des institutions patrimoniales et historiques classiques telles qu'il peut en exister en nombre à Washington, qui est une ville où il y a énormément de musées et une offre très importante, avec cette idée d'un haut niveau technologique qui ressort un peu des images que j'ai sélectionnées, hein, et ce mot d'ordre du musée qui veut faire rimer high-tech et feel-good, un peu dans l'esprit américain, où on peut voir évidemment la présence du numérique, avec notamment ces tablettes, comme vous pouvez le voir au milieu, qui permettent de dialoguer grâce à un système de reconnaissance vocale et à une intelligence artificielle. C'est vrai qu'il n'a pas été question encore ce matin de l'intelligence artificielle et des nouvelles potentialités que ça pourra ouvrir également dans l'exploration des textes, la connaissance des textes et dans nos propres musées. Pour tout vous dire, par exemple, mercredi, nous avons rendez-vous avec un prestataire qui nous propose une intelligence artificielle autour de Flaubert, Flaubert pouvant répondre à des questions des visiteurs à travers un écran. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, je pense que c'est important que, en tant que conservateur, d'être en tout cas au fait de toutes ces évolutions et de pouvoir rencontrer évidemment et accueillir, pourquoi pas, si c'est pertinent, ces propositions. Mais donc, en tout cas, on voit qu'ici, à travers cette idée d'un Planet World, on explore les mots, la composition des mots, la structuration des phrases, à travers des jeux, et aussi bien, alors là c'est très très large, du karaoké, des pinceaux électroniques, des salles de lecture, des salles d'enregistrement. Donc finalement, une vaste batterie d'exposition et de médiation qui permet vraiment d'explorer la richesse de la langue. Et là, c'est vrai que dans les maisons d'écrivains, on a des propositions qui sont pour le coup tout à fait différentes. Des textes de la langue à la littérature cette fois-ci. Je voudrais passer donc très brièvement à une rapide excursion vers The American Writer Museum, parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'y avais travaillé effectivement pendant 3 mois. Un musée qui a ouvert ses portes en mai 2017, donc relativement récent,
et dont la caractéristique par rapport à nos musées littéraires est d'avoir eu l'audace d'ouvrir un musée sans collection, puisqu'ils n'ont absolument aucun manuscrit, aucun livre précieux, et ils le revendiquent, et d'ailleurs ils ne souhaitent pas acquérir, donc ils ne cherchent même pas à acheter et à créer un fonds, ce qui aurait pu éventuellement également être envisageable. Ce qu'ils proposent, comme vous pouvez le voir dans ce grand couloir qui s'offre à vous à l'image, c'est une exploration dans un très grand siècle de littérature américaine, et même un peu plus que cela, à travers, sur la gauche, une exploration chronologique où on peut voir une histoire de la littérature américaine depuis les origines coloniales à nos jours tout au fond. Et sur la droite, l'idée des grandes voix qui ont fait, 100 voix qui ont fait la littérature américaine à travers différentes formes, aussi bien la fiction, la chanson, le scénario de film, l'humour, à travers des petites cases, comme vous pouvez le voir, que les visiteurs peuvent ouvrir et dans lesquelles ils vont accéder à des informations assez riches et variées. Donc évidemment, tout l'art de la mise en scène, de la lumière, un petit peu à la manière qu'on connaît bien du show à l'américaine, si je puis dire, et des musées qui, pour le coup, et alors là c'est assez singulier, et ça nous permet un petit peu de sortir de nos propres partis pris, des musées littéraires qui ont l'originalité finalement d'être davantage inspirés par des musées de sciences et découvertes et d'histoire naturelle. La Smithsonian Institution, évidemment, à Washington, est un peu présente partout et très puissante aux États-Unis. Et là, vous voyez qu'à travers les jeux, à travers la possibilité de répondre à des questionnaires, la chronologie, etc., on voit évidemment l'influence des musées un petit peu de sciences et découvertes qu'on peut découvrir aux États-Unis, mais aussi en France. Et puis cet accès au texte, à travers l'immersion, à travers la sensorialité. Là, vous voyez l'exemple d'une pièce de cet American Writer Museum où on peut confortablement s'installer et voir des textes apparaître en surbrillance, dans une atmosphère assez zen. Il y a aussi le travail sonore, évidemment, dont l'image ici ne rend pas compte, mais qui invite, évidemment, à une approche presque sensuelle. On peut se connecter à sa propre intériorité dans cet espace assez zen, et en voyant différentes phrases apparaître qui sont extraites des grands romans de la littérature américaine, et puis tout un tas évidemment de dispositifs extrêmement perfectionnés, et notamment je vous ai montré The Kerouac Scroll, le fameux roman On the Road de Kerouac, alors certes on n'a pas le manuscrit de Kerouac qui nous est présenté, mais avec cet écran tactile, la possibilité de pouvoir dérouler ce rouleau absolument incroyable de l'écrivain américain, et de pouvoir agrandir aussi, de pouvoir zoomer sur des phrases ou des aspects du texte du manuscrit intéressant. Donc ça, c'est vrai que ce sont des dispositifs tout à fait intéressants, mais qui nécessitent évidemment des budgets également assez importants. Alors, nos maisons d'écrivains, me direz-vous, les musées dont je m'occupe plus précisément, ressembleraient davantage à cette image que j'ai choisie, alors qui n'est pas de Rouen, qui est plutôt du musée d'Édimbourg, The Writers Museum à Edinburgh, qui est donc un musée littéraire où vous voyez, à travers l'exemple du bureau de Walter Scott, ce à quoi peut-être le public s'attend à voir lorsqu'il entre dans une maison d'écrivain, une maison d'auteur, hein, à savoir le bureau, le manuscrit, les livres également, la bibliothèque de l'écrivain, qui évidemment est un outil d'inspiration absolument fondamental, et voilà une sorte d'immersion, de présence du texte, mais totalement différente de celle dont j'ai pu vous parler auparavant. Alors, au musée Flaubert et l'histoire de la médecine, le texte est présent dès l'entrée du musée. Là, je vous ai pris en photo les marches qui permettent d'accéder à l'étage d'exposition où vous aurez reconnu les idées reçues, le fameux dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Donc, le texte écrit présent dès l'escalier. Nous avons l'esprit d'escalier à Rouen. Et notamment cette phrase que j'aime beaucoup, « Imbéciles, ceux qui ne pensent pas comme vous ». Voilà, vous êtes prévenus si vous avez des questions à me poser. Et
Et également, dans cette cage d'escalier, j'ai souhaité, quand je suis arrivé en 2022, que Flaubert soit davantage présent, puisque c'était plutôt les... Comme on est à la fois un musée Flaubert et d'histoire de la médecine, c'est toujours évidemment cet équilibre à trouver qui fait partie de l'identité du musée et de notre PSC. Et comme il y avait tous les portraits de tous ces docteurs très impressionnants dans la cage d'escalier, j'ai souhaité au centre de l'escalier introduire Flaubert à travers des portraits, des caricatures, des livres. Alors je vous rassure, ce sont des faux livres, nous n'accrochons pas les livres patrimoniaux à des ficelles pour les présenter au public, mais qui donnent quand même, à travers la présence des lettres aussi, de la graphie, qui donne l'idée qu'on est bien dans un lieu dédié à la littérature et au texte. Alors une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, puisqu'il était question évidemment de la présence du texte et du lien avec la langue et la littérature, c'est toujours évidemment la question des collections et la question des corpus. Alors 4000 objets, imaginez tout ce qu'on peut découvrir au musée Flaubert et d'histoire de la médecine, c'est ce que nous disons dans notre prospectus, et ce n'est pas de la publicité mensongère, nous avons bien 4000 objets, mais si vous observez le petit graphique que je vous ai préparé, vous pouvez constater que malgré tout, les objets purement littéraires ne correspondent qu'à finalement une petite partie de nos collections, puisque vous voyez que sur les 4000 objets à l'inventaire, nous avons seulement 260 objets qui sont en lien avec la famille Flaubert, 150 livres issus plus précisément de la bibliothèque médicale du père et du frère de Flaubert, parce que le père de Flaubert, Achille Cléophas, était le grand chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu à Rouen, d'où la présence très forte évidemment de la médecine. 40 éditions illustrées de Gustave Flaubert, ce qui n'est pas non plus un corpus débordant, alors que évidemment nous enrichissons, notamment l'été dernier avec le soutien du ministère de la Culture, nous avons pu acquérir un très bel exemplaire de La Tentation de Saint-Antoine avec des illustrations de Rochegrosse, donc un livre, voilà, donc évidemment ça fait partie de notre action que d'enrichir le plus que nous pouvons nos collections, et également un achat qui a été fondateur, je vais y revenir après puisqu'on parlait de la présence du texte comme objet de collection, ça a été l'achat du manuscrit de novembre, un des derniers manuscrits de Flaubert qui ne faisait pas partie du domaine public et que nous avons eu la très grande chance de pouvoir acquérir. Je venais tout juste d'être nommé directeur et c'était mon dossier prioritaire, l'acquisition du manuscrit de jeunesse de Flaubert que nous avons pu acheter grâce à la préemption, au mécanisme de la préemption du ministère de la Culture. J'en profite de ma présence en ces murs pour remercier le ministère de la Culture pour le soutien sans lequel nous n'aurions pas pu acquérir cet objet absolument fondamental dans notre parcours. Et sur la gauche, vous voyez également, dans les objets de collection en lien au texte, un livre extrêmement précieux, puisqu'il s'agit d'un traité d'anatomie du XVIe siècle, le fameux traité d'anatomie de Vézal. Il en existe très peu d'exemplaires dans le monde, et à Rouen, nous avons la chance d'avoir un des rares exemplaires avec toutes les planches colorées à la main. Donc c'est l'objet qui a le plus de valeur à l'intérieur du musée et que nous aimons montrer, que nous avons restauré cette année au C2RMF, voilà, de manière à pouvoir le présenter dans notre salle, dans une de nos salles d'exposition. Un livre, petite parenthèse, qui avait été volé, c'était en 97, au musée Flaubert, et donc qui a été retrouvé il y a quelques années. Ça fait partie aussi des dossiers un petit peu compliqués que j'ai dû gérer, de la restitution de ces livres volés. Et là, on voit toujours... C'est pas pour rien que j'ai fait cette slide avec ce Paris-Normandie, l'intérêt très fort qu'il y a toujours pour le livre précieux, le manuscrit. Je pense que c'est quelque chose de très important à redire. On a beau inventer évidemment des dispositifs numériques et des musées très perfectionnés, comme j'ai pu vous en montrer quelques exemples il y a quelques instants, il y a quand même toujours cet attachement très fort, il me semble, au cœur des musées littéraires et des maisons d'écrivains, pour le manuscrit, pour l'objet précieux, et cette volonté aussi de découvrir, d'approcher l'auteur. Vous voyez ici une aquarelle de Rochegrosse qui nous présente l'atelier d'écriture de Flaubert, avec sa chaise, avec sa bibliothèque Louis XIII à torsade, son Bouddha qui lui servait de génie d'inspiration, et ces deux fenêtres qui donnaient sur la Seine. Et justement, en termes de présentation, je vous ai montré ici une partie de l'exposition que vous pouvez voir actuellement, Le génie des lieux, Corneille, Flaubert, Maeterlinck.
où là on voit évidemment à la fois la mise à l'honneur du manuscrit, l'intérêt évidemment du public de pouvoir voir l'écriture de Flaubert, ça c'est très important, les ratures, les différents degrés aussi de rature dans le temps et tout ce qu'on peut expliquer, tout le savoir qu'on peut tirer de ce manuscrit, et la volonté que nous avons eue et que j'ai eue en tout cas à travers la constitution de cette table, de pouvoir à côté du manuscrit présenter les encriers authentiques de Gustave Flaubert, le fameux encrier Crapaud, et l'encrier, vous voyez juste derrière, que nous avons acheté en juin dernier, encore avec une préemption, qui était un encrier authentique de Flaubert, et on voit voilà comment la présence aussi de ces objets permet également de mettre en scène quelque part également ce manuscrit, et de mieux comprendre peut-être l'écrivain au travail dans sa maison, ce qui est d'autant plus important que Flaubert a écrit le manuscrit de Novembre dans la maison qui aujourd'hui est devenue le musée. Donc 180 ans plus tard, c'était un moyen pour le manuscrit de retrouver le chemin de la maison et d'être présenté sur le lieu même où il avait écrit, avec évidemment tout le côté sentimental que ça peut avoir. Dans une autre salle de l'exposition, consacrée à Maeterlinck, puisque Maurice Maeterlinck, l'écrivain belge de langue francophone, a écrit et composé pendant une vingtaine d'années en Normandie, c'est pour ça qu'on le met aussi à l'honneur dans notre exposition. Et alors là, ce qui est assez intéressant quand nous avons conçu cette vitrine, ça a été cette idée de rapprocher à la fois le tableau de Maeterlinck par Jacques-Émile Blanche, qui est un prêt de nos collègues du musée des Beaux-Arts de Rouen, et puisque nous avons relativement peu, comme je vous l'ai dit en introduction, de manuscrits, de livres, etc. Nous sommes très dépendants également des prêts que peuvent nous accorder les institutions. Et là, en l'occurrence, l'année dernière, nous avons noué une convention avec les archives et musées de la littérature à Bruxelles, qui est une institution très importante par les fonds absolument colossaux que cette institution possède, et c'est un partenaire essentiel de l'exposition. Et alors là, ce qui était très intéressant pour nous dans cette idée aussi de monstration et d'explicitation du texte et du contenu écrit, ça a été de montrer dans cette vitrine à la fois Maeterlinck au travail. On voit une photo de lui en train de taper à la machine à écrire à New York dans les années 1940 son manuscrit de Jeanne d'Arc qui a été sa dernière pièce. À droite, le fameux tapuscrit qu'on voit en photo, donc on le voit en train de taper son tapuscrit et on voit la pièce originale tout de suite à droite. Et encore plus à droite, le livre Jeanne d'Arc auquel ce travail a donné naissance et que j'ai fait acheter lorsque nous avons préparé l'exposition. Donc c'est vrai que la coexistence de ces trois items permet aussi aux visiteurs de pouvoir voir la vie d'un texte et comment voilà, un texte fait l'objet d'une écriture, d'une concentration, pour après pouvoir donner lieu à une publication. Un même travail également de mise en scène et d'exploration visuelle à partir d'un manuscrit. Donc là ici c'est un manuscrit de Mark Twain qui fait partie des collections du musée des Antiquités de Rouen. Mark Twain que vous connaissez plus peut-être pour les aventures de Tom Sawyer, mais qui s'est également intéressé à Jeanne d'Arc, et comme on a un thème autour de Jeanne d'Arc, nous sommes à Rouen, donc évidemment nous explorons aussi tous les mythes locaux, et donc voilà la mise à l'honneur à la fois du manuscrit de Mark Twain, et c'est très émouvant aussi pour le public de pouvoir découvrir le manuscrit de cet auteur américain, et puis toute cette explicitation de la figure de Jeanne d'Arc également, avec des statuettes en bronze, avec des photographies que nous présentons à l'exposition. Et puis, non seulement les manuscrits, alors vous savez que le manuscrit est un objet muséal qui a commencé vraiment à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle à être considéré comme étant important. Il y a notamment une très belle étude de Thomas Casandre de la BNF qui revient sur cette histoire du manuscrit littéraire et comment le manuscrit littéraire progressivement au XIXe et plus encore au XXe devient un objet privilégié d'exposition. Mais outre le manuscrit, également les éditions illustrées, les livres illustrés qui font partie également de tout un savoir-faire. Alors Flaubert qui avait dit « Moi vivant, on ne m'illustrera jamais », il avait un rapport au visuel, à la peinture très particulier. Alors quand il est mort en 1880, je peux vous dire que les éditeurs s'en sont donnés à cœur joie. Et donc évidemment, nous mettons à l'honneur régulièrement alors, les lettres de Flaubert que nous explicitons à travers, en les mettant au regard de documents d'archives, également pour mieux comprendre le contenu de ce qui est dit. Et puis également des livres
de Flaubert, et puis là en l'occurrence également de Maeterlinck. Là c'était plutôt l'idée d'illustrer le succès qu'a pu connaître son théâtre, avec également des éditions internationales, Maeterlinck ayant été joué à Moscou et à Londres, et pour aussi animer, hein, parce que c'est vrai que des livres et des manuscrits, en termes d'exposition, ça suscite également de nombreux enjeux, et bien un certain nombre de dessins, de cartes postales, de visuels, qui permettent également de donner un côté davantage ludique à nos vitrines. Mais le texte, évidemment, auquel on peut donner vie dans nos expositions, avec le travail autour des scénographes dont il a déjà été question ce matin. Alors là, quand nous avions fait l'exposition Flaubert Corps et âme en 2022, nous avions investi le musée et profité de la hauteur de plafond pour travailler sur des citations assez stylisées, vous voyez, avec les guillemets, travailler également en fabrication avec l'imprimeur, donc là avec tout un accrochage que nous avions évidemment de ces bulles suspendues avec lesquelles nous avions travaillé avec le scénographe. Évidemment, les kakémonos, on est toujours extrêmement attentif à la lisibilité des textes et à aussi l'habillage et tout le travail qu'on peut faire avec les illustrateurs et avec les graphistes, qui est évidemment essentiel pour présenter les différentes thématiques, la famille Flaubert avec les visages et les dessins, donc toujours évidemment un côté également visuellement le plus attractif possible. Et puis comment on peut donner vie et corps au texte avec une très grande variété de supports et de coopération. Et là, je voulais prendre l'exemple d'une autre exposition que nous avions fait, Miroir de la scène, chez Flaubert et au-delà. Nous avions travaillé avec une artiste de Chicago, que j'avais rencontrée grâce à mon stage, d'ailleurs, de l'ILP, comme quoi ça peut donner lieu après à des projets d'expo, qui là avait exposé sa vidéo sur notre